Salut à tous. Si vous êtes comme nous, vous kiffez parce que c'est les playoffs, mais vous avez des petits yeux en ce vendredi matin. Je suis avec Shai pour débriefer les deux matchs de la nuit, deux matchs 6. Celui entre les New York Knicks et les Detroit Pistons et celui entre les Los Angeles, les Clippers, pardon, et les Denver Nuggets. Je te propose qu'on commence sur la conférence Est parce qu'on a une série qui vient de prendre fin. New York qui a réussi à s'imposer dans la douleur, dans la souffrance, comme un petit peu chacun des matchs de cette série que j'ai trouvé vraiment kiffante personnellement, qui s'est imposé 116-113 face à Détroit, grâce à un panier clutch de Jalen Brunson, tout simplement un tir à 3 points pour la victoire à 4,3 secondes du terme. Qu'est-ce que tu retiens en premier lieu de ce match, Shai? Alors, sur le plan collectif, le fait que les Knicks sont sortis, et on en parlera après, que les Pistons vraiment ont une base de travail géniale sur ce qu'on a vu. C'est plein de choses très très belles à dire sur les Pistons, sur leur saison et sur leur campagne de playoff, enfin leur premier tour de playoff. Mais c'est difficile de retenir autre chose que Jalen Brunson, je trouve, parce que l'an dernier, il y a le match pour éliminer les Sixers à Philadelphie. Il claque 41 points, 12 passes et il est décisif. Là, le match à Détroit, il sort Détroit, 40 points, 7 passes. Le game winner qui est magnifique en plus, enfin, le cross sur Ozar Thompson, qui n'est pas un mauvais défenseur en plus, il l'enrhume totalement. Bronson a du sang-froid dans les veines, comme très très peu de joueurs en NBA. Je pensais à chaque fois, on reparle de ce fameux plafond qu'il est supposé avoir. Le fait de réussir des actions comme ça pour boucler des séries, je trouve que ça, c'est encore il continue de grimper un peu quand même dans la hiérarchie. Je sais pas comment on le classerait, peu importe, mais c'est un joueur incroyable. Les fans des Knicks en tout cas, il grimpe dans la hiérarchie du classement des joueurs dans le cœur des fans des Knicks. Ce qu'il a fait là cette nuit encore, c'est énorme sur une dernière séquence où il n'y a pas 4 qui a pris ses 6 fautes. C'est lui vraiment le patron de l'équipe. Si toutefois on pouvait en douter, avec le talent qu'il y a dans cette équipe, Jalen Brunson est incroyable. C'est ça que je retiens. Ouais, c'est clair. Il termine donc avec 40 points, 4 rebonds, 7 passes, 15 sur 33 au tir, 3 sur 10 seulement à 3 points. Donc il était à 2 sur 9 au moment où il prend le tir pour la gagne, à 3 points, je veux dire. Paradoxalement, tu sais, c'est pas le panier qui m'a le plus impressionné de Bronson. Il y a une situation vers la fin, parce qu'en fait, c'est un match, t'as l'impression que c'est un match qui a fini par être perdu par Détroit, mais Oui. qui a failli être perdu par New York, parce que New York me semblait vraiment au contrôle dans le troisième quart-temps. Dans le quatrième quart-temps, alors je crois que c'est pas à l'entame, je crois qu'ils marquent un panier et derrière ils prennent un 13-0 dans le quatrième quart-temps, un énorme run de Détroit, et tu sentais toute la salle, Ewax certainement devant sa télé, qui poussait derrière cette équipe pour les emmener. Là, je trouve qu'on a vraiment senti l'impact de la salle pendant ce run. Détroit qui se retrouve à mener de plus 7 à 2,30 à 2, pardon, à 2 secondes, 2 minutes 30 de la fin. Ouais. J'y arrive. Et finalement, qui finit par perdre. Et à partir de quand ils sont à plus 7, là, il a un passage, Bronson, où il met 5 points de suite, et notamment un panier en dessous où il est en train de se casser à moitié la gueule vers la ligne de fond. Il arrive à se ressaisir, revenir, marquer avec la faute sous le cercle. C'est vraiment un joueur, c'est vraiment un sacré joueur. On le disait un petit peu hier au sujet d'Anthony Edwards, là c'est dans un tout autre registre, mais ce que je trouve impressionnant finalement par Bronson, c'est le côté trouver le moyen en fait. Il va trouver le moyen, tu sais, ça marche pas à 3 points, il va aller sur la ligne des lancers francs, il va trouver des tirs durs dans la raquette. C'est pas toujours beau, tu sais, il y a un côté un petit peu dans le clutch, et dans le côté, ce mec-là devrait pas être là, un petit côté Damian Lillard, mais rugueux quoi. T'es autant Damian Lillard, parfois c'était soyeux, c'était beau, là c'est pas beau. Mais ouais, quel mental, quel joueur, c'est impressionnant de détermination. Il n'a pas été seul quand même du côté de New York, même si le banc, 6 points seulement en provenance du banc du côté des Knicks. Mais Mikal Bridges a été très très bon, 25 points à 11 sur 16 au tir, 4 rebonds, 3 passes. OG Anunoby, en plus de son taf défensif, 22 points, 5 rebonds. Petit match pour Karl Anthony Towns au scoring, 10 points, mais seulement 4 sur 10 au tir, seulement 10 tirs pris, 15 rebonds malgré tout, 2 passes et 6 fautes, et bien sûr l'abattage de Josh Hart, qui est, c'est peut-être un petit peu cliché de le dire maintenant, mais qui est clairement le cœur de cette équipe des Knicks. Ouais, c'est les poumons. Josh Hart, toujours égal à lui-même. Je rajouterais sur Brunson qui a une maîtrise des émotions et mentale qui est incroyable, parce que tu le vois sur son langage corporel et sur son visage. Enfin, il vient de mettre un panier qui est incroyable. Déjà, il est magnifique, parce que le cross, il envoie Thompson dans le vent et il marque le panier derrière. Tu sais,
je sais pas, il y a un contrôle, une maîtrise que je trouve rare, en plus de ce que tu as décrit, qui est exactement ce que je ressens quand je le vois. C'est-à-dire, ce déficit de taille qu'il peut avoir par rapport à d'autres, il le compense par des appuis, une solidité qui est incroyable. Il faut rappeler que le mec joue un peu blessé aussi quand même, hein. Il n'est pas à 100%. À chaque match, quasiment, il y a un moment où il va sortir 3 minutes parce qu'il s'est refait il a à nouveau une douleur à la cheville. Il est vraiment bien pour cette équipe d'Enix. Les fans aiment les mecs comme ça. Et si en plus ils sont doués offensivement avec un ADN clutch, je veux dire, je redis, hein, il va monter dans la hiérarchie des Knicks préférés, qui a un titre ou pas à la fin, peu importe. Il va rester un peu dans la légende. Ça va devenir un joueur culte pour les Knicks, je pense, si c'est pas déjà le cas. Bah oui, Josh Hart et lui sont bien partis pour, en tout cas sur l'aura un petit peu qui dégage. Du côté des Pistons, bah, belle quand même, enfin, pas démonstration, mais là aussi c'est une équipe qui a du cœur. Ouais. Vraiment, qui a montré que ce qu'elle faisait en saison régulière, ça pouvait être dans une certaine mesure transposable aux playoffs, sachant qu'il y avait énormément de joueurs pour qui c'était les premiers playoffs de leur vie. Kate Cunningham, 23 points maladroit, 9 sur 22 au tir, mais quand même 7 rebonds, 8 passes, 3 interceptions. Jalen Duren, incroyable dans l'efficacité, 21 points, 6 sur 9 au tir, 9 sur 10 au lancer franc, 6 rebonds, 3 passes aussi. Et Osar Thompson, 17 points, 6 rebonds, 5 sur 7 au tir. Là aussi, en fait, les frères Thompson, alors Amen est certainement en avance sur Osar, mais il y a ce côté où tu sais défensivement ce qu'ils vont apporter, tu sais ce qu'ils vont amener dans l'énergie, dans la vivacité. Si l'un ou l'autre ou les deux parviennent à trouver un petit peu de régularité et d'efficacité dans le jeu, offensif, je veux dire en attaque, ça peut vite devenir flippant. Tu sais que Ozar, alors je sais pas, je vais pas du tout accabler Bickerstaff, alors que je suis son premier défenseur et que je trouve incroyable ce qu'il a fait cette saison. À un moment du match, donc tu as Détroit qui est à -11, les Knicks sont quand même en contrôle, hein, dans le quatrième. Il remet Osar Thompson sur le terrain. Quand il sort à 3 minutes de la fin après, ils sont à +5. Pour moi, il a tout changé en termes d'énergie défensive et il met même un panier pendant ce moment-là. Et derrière, il re-rentre qu'après. Alors que les Knicks ont recollé. Je trouve que c'est juste un peu dommage. Je trouve que son utilisation là sur ce moment-là précis, bon, il ne pouvait pas savoir à l'avance, peut-être c'était prévu comme ça, mais voilà, Osar Thompson, incroyable aussi, peut-être un peu moins doué offensivement que son frère, mais quel jeune joueur incroyable et très 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 prometteur, comme la plupart de ceux qu'on voit aux Pistons là, hein. Ce qui reste, c'est triste, c'est la dernière action parce qu'il prend un courant d'air terrible sur le cross de Bronson, mais c'est lui comme d'autres, c'est très prometteur pour Détroit. Ouais, et puis Malik Beasley en sortie de banque a confirmé lui aussi en playoff qu'il était capable de faire ce qu'il faisait quand même en saison régulière. On a oublié, 20 points, 6 sur 13 au tir. on a oublié 6 de le sur 13 à mentionner, 3 points. la dernière action, on a oublié de la mentionner parce que c'est vrai que parce que donc Bronson met le panier, mais il reste une possession pour Détroit derrière, il y a une remise en jeu. Cunningham arrive à trouver Beasley dans une situation à peu près enviable pour lui. Et il y a un peu de savon sur les mains, ça glisse, il peut pas prendre le dernier tir alors qu'il avait encore un peu de temps pour le faire. Donc ça aurait pu aussi, ça s'est joué sur des petits détails comme ça finalement. Des petits détails où les Pistons sur des périodes ont fait preuve d'un peu de maladresse, parfois un peu d'inexpérience. Et oui, Beasley fait une saison incroyable et il a montré qu'il était capable de faire ce genre de prestations avec une équipe qui n'était pas attendue à la base. Et lui aussi, ça va rester, je pense, malheureusement, un peu cette dernière séquence. Je sais que les fans un peu étaient chagrinés derrière. Je suivais un peu ce qui se disait, mais bravo les Pistons quand même. Au final, donc ça fait victoire 4-2 pour New York. J'ai l'impression que finalement, le score, je ne suis pas étonné du tout que ça soit réglé en 4-2. Moi, je pensais quand même que Détroit avait les armes et que pour embêter New York et que ce qui s'était passé en saison régulière, c'était pas simplement un feu de paille. Par contre, j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup d'enseignements à tirer pour ces deux équipes. Alors, à très court terme, pour New York, qui va devoir enchaîner et derrière, qui va devoir jouer Boston. D'un certain côté, je me dis que Boston aurait certainement aimé que la série New York-Détroit aille en 7 manches parce que ça leur aurait permis à eux, aux Celtics, de continuer à bien se reposer et de peut-être compter sur une équipe de New York encore plus fatiguée. Mais là, les Knicks vont arriver sur les rotules. Et j'ai l'impression que même si j'ai trouvé que c'était mieux dans le spacing, où j'étais assez horrifié sur le match précédent, mais que c'était mieux sur le spacing du côté de New York, il y a quand même, offensivement, là en playoff, ils sont
ils sont pas en train de fonctionner à plein régime comme on imaginait qu'ils pourraient le faire, offensivement en tout cas. Et je trouve ça un petit peu inquiétant pour cette post-season. Bon, d'ailleurs, tu prends les Celtics, c'est jamais facile. On sait que les Celtics sont pas tous au complet ou tous en pleine possession de leurs moyens. De toute façon, à ce stade de la compétition, il n'y a aucune équipe qui est, à part peut-être si tu es au OKC et que tu as eu 2 semaines de vacances pour te préparer pour avant le deuxième tour, tu peux compter là-dessus. Mais sinon, tout le monde est fatigué. Mais cette équipe de New York, je trouve ça assez inquiétant, les limites offensives finalement qu'on voit. Ouais, ce qui est pas rassurant, c'est que avec tout le bien qu'on a dit de Détroit, c'était que les Pistons, une équipe jeune, inexpérimentée, qui normalement aurait pas dû poser autant de problèmes aux Knicks, et ils en ont posé des problèmes vraiment sur la série. Tu disais, c'est une série, ils auraient bien aimé, les Celtics auraient bien aimé que ça aille en 7, mais c'est 6 matchs joués, mais ressenti 7, à quel point les matchs étaient serrés, à quel point ça a été intense, stressant mentalement, même jusque dans ce Game 6. Ouais, les Knicks offensivement n'ont pas montré ce qu'on a pu voir parfois au cours de la saison. Et puis défensivement, c'est plus une équipe qui se base vraiment là-dessus pour remporter ces matchs. C'est un peu. Ils peuvent toujours essayer d'y croire, je veux dire, avec Jalen Brunson qui est fort et clutch comme ça, Kat qui va pas faire que des matchs à 10 points. Ils ont des armes pour embêter les Celtics, mais ça paraît compliqué d'y croire. On en parlera au moment peut-être de refaire une petite preview et de se projeter sur un pronostic, mais avec ce qu'on a vu là et la manière dont ils ont été inquiétés par les Pistons, ouais, ça va être compliqué, je pense. Ouais, je trouve quand même que c'est une belle équipe, cette équipe de New York, mais j'ai le senti. En fait, elle me laisse sur ma faim. J'ai l'impression qu'il y a vraiment mieux à tirer, notamment en attaque. Il y a vraiment encore des tas de situations où si t'as pas le génie de Bronson ou la capacité de rentrer des tirs de Karl Anthony Towns, tu vas au-delà de problèmes. 2 mots peut-être quand même pour Détroit, c'était leur grand retour en playoff et surtout c'était la première fois, on en a parlé à plusieurs reprises, qu'ils gagnaient un match de playoff, ils en ont pris 2 au final depuis 2008, si je me trompe pas, donc c'est vraiment le retour des Pistons. J'ai un petit regret, c'est que s'ils avaient pu, dans leurs 2 victoires, j'aurais bien aimé qu'ils en prennent une à domicile. Ça aurait été chouette pour eux de pouvoir, force à eux d'avoir réussi à en prendre 2 au Garden, mais ça aurait été cool pour eux, je pense, pour leur public, de pouvoir en prendre une à domicile. Je trouve qu'il y a vraiment énormément de choses positives à retirer de cette saison pour les Pistons. C'est toujours aussi encourageant de voir que l'équipe elle-même n'était pas satisfaite, qu'ils n'étaient pas simplement contents d'être en playoff et d'avoir pris un match, ils voulaient tirer plus. Mais quand je regarde le jeune cœur de cette équipe, Cade Cunningham, Jalen Duren, Osar Thompson, Jaden Ivey qui était blessé toute la saison, et même je pense qu'on peut inclure la très belle saison de Malik Beasley. J'ai l'impression que vraiment tout est ouvert pour Détroit pour la saison à venir, les saisons à venir. Il y a vraiment une belle équipe sur laquelle bâtir, j'ai l'impression. À la fois, le plus dur commence, comme pour toutes les équipes qui font une belle saison comme ça. Et en même temps, comment ne pas reconnaître que la saison elle a été exceptionnelle. Ça n'a pas juste été une progression sympathique comme ça. C'est-à-dire que il n'y avait jamais une équipe qui avait triplé son total de victoires d'une saison à l'autre. Ils ont triplé le total de victoires. Tu l'as dit, mis fin à leur série de défaites en playoff, ça faisait une éternité. Tu as l'éclosion d'un joueur qui peut s'apparenter à un franchise player sur ce qu'il a montré, Cade Cunningham, qui n'a pas fui ses responsabilités en playoff, dans une série difficile contre une équipe difficile. Il a eu des matchs plus compliqués en attaque, mais je trouve que globalement, il ne s'est pas planqué, il a été bon. Tu prends le jeune cœur dont tu parlais avec les joueurs qu'on a évoqués. Il faut se rendre compte qu'ils sont passés du statut de cible, source de moquerie de toute la ligue avec ce qu'ils ont pris la saison dernière, la série de défaites invraisemblable, le fait qu'il n'y avait pas des perspectives incroyables, à être une équipe respectée en playoff. Pas juste une équipe qui prend un 4-0 ou un 4-1 un peu miraculeusement. Sur les matchs, quand on regarde les matchs, ils ont failli battre les Knicks. Honnêtement, ils ont failli éliminer les Knicks au premier tour. Donc il y a plein de choses hyper encourageantes, hyper prometteuses. Et ça n'empêche que le plus dur commence parce que l'année prochaine, tout le monde va les regarder différemment. Le travail qui sera fait à l'intersaison sur le recrutement, sur les joueurs sur lesquels miser, sur les questions, sur un Malik Beasley, est-ce qu'il fait une saison parce qu'il a un contrat à aller chercher, est-ce qu'il est fiable sur la durée, tous ces joueurs-là, ça va être des interrogations, mais quel plaisir de revoir les Pistons comme ça. Nous, on n'aime pas, on a beau rigoler sur des équipes parfois, on n'aime pas voir des fanbases être désespérés pendant 20 ans, 25 ans, parce qu'il y a aucun motif d'espoir ou source de réjouissance. Les Pistons, c'est une franchise et une ville avec Détroit qui avait besoin d'une petite étincelle comme ça, comme celle de cette saison, et pourvu que ça dure, pourvu que ça continue.
Ouais, et puis c'est une équipe qui a une vraie identité de jeu. Euh, pour en avoir parlé un petit peu avec Wax, qui était bien tendu pendant les matchs, il me disait qu'il espérait surtout que cette équipe des Pistons ne ferait pas de gros chambardements cet été, qui continuerait de construire sur le cœur de jeunes joueurs qu'ils ont. Je pense que c'est effectivement la bonne chose à faire. Que ce serait trop tôt en fait de vouloir se dire on va essayer d'aller chercher je sais pas quel est insérer la star qu'on a marre de son équipe et qui voudrait se relancer dans un nouveau projet. Et voilà, il y a vraiment plein de bonnes choses. Malik Beasley, vu ce qu'il a montré sur la saison et sur les playoffs, je pense vraiment que ça devrait être une des priorités, malgré tout, du staff de le conserver. J'ai aussi le sentiment que Dennis Schroeder a peut-être enfin trouvé l'équipe faite pour lui. Euh, En termes d'identité, ça colle parfaitement. Je trouve que finalement, pour un mec qui est arrivé en cours de saison, il a très bien su trouver son rôle, les timings dans lesquels jouer. Ça s'est fait de manière beaucoup plus aisée que parfois dans d'autres des arrêts qui ont jalonné sa carrière. Donc ouais, plein de belles choses pour l'avenir, je pense, à Détroit. Effectivement, tu as raison, le plus dur commence. Et je pense que ça commence par trouver de la continuité, pas se précipiter, pas vouloir aller trop vite, d'autant que c'est une conférence Est où je pense qu'il y a la place, en fait, t'es pas forcé de te réinventer tout de suite ou de vouloir sauter les étapes. Il y a de quoi faire avec ce jeune cœur de joueur. Ils seront dans une situation peut-être moins compliquée que les Kings quand ils avaient fait leur super saison. Antoine aime bien le rappeler qu'il fallait peut-être nuancer un peu. On s'est enflammé à juste titre parce que ça faisait plaisir de revoir les Kings dans ces situations-là. Là, le fait qu'ils soient à l'Est et un peu la nature de cette équipe, ça fait que je suis un peu plus optimiste peut-être pour qu'ils restent dans la durée, dans les bonnes places. Ouais, t'as raison. La grosse différence, je pense, avec les Kings, c'est que les Kings de l'époque, j'avais l'impression que ils plafonnaient déjà quelque part. Tu disais, mais d'où va venir la progression? Alors, si ça aurait pu être Keegan Murray, par exemple, moi, c'était l'option que j'avais imaginée pour que les Kings continuent de franchir des paliers. Là, cette équipe de Détroit, il y a tellement de joueurs dont tu dis ils peuvent devenir meilleurs. Ils sont tous tout jeunes dans l'essentiel du groupe. Bref. C'est le bon moment d'être à nouveau fan des Pistons. Je te propose qu'on traverse le pays pour aller du côté de la conférence Ouest. Match sous tension qui se jouait à Los Angeles. Victoire des Clippers 111-105 face aux Denver Nuggets. Un match qui a été accroché. J'allais dire serré, c'est peut-être pas tout à fait le terme, mais qui a été accroché. Je vais commencer par ce constat, Shai. Je pense que j'ai jamais vu Nikola Jokic aussi fatigué. Vraiment, je l'ai trouvé épuisé à tel point que je trouvais en regardant le match, je me disais, il fait pas un bon match, Jokic, il fait pas un bon match. Je vous livre simplement sa ligne de stats malgré tout. Il termine avec 25 points à 11 sur 22 au tir, 7 rebonds, 8 passes, 3 interceptions. Et pendant le match, je me dis, ouais, il fait sans doute l'un des moins bons matchs que je l'ai vu jouer ces dernières années. C'est dire à quel... C'est la deuxième mi-temps surtout, hein, et cramé après en deuxième mi-temps. Ouais, on va y venir. Si tu veux, on peut même en parler tout de suite des rotations, parce que j'ai trouvé que c'était vraiment un des éléments extrêmement importants, et que ce match, pour moi, du côté des Clippers, il s'est joué sur la fin, mais il s'est surtout joué à cheval sur le deuxième et le troisième carton. Les rotations, c'est sans doute ce qu'il y a de plus compliqué pour un coach. Trouver les bonnes rotations, les bons timings. On sait que certains joueurs, notamment certaines stars, parce que les autres, finalement, ils n'ont pas trop le choix, aiment bien une routine aussi dans leur rotation, et que pour Nikola Jokic, c'est jouer l'intégralité du premier quart-temps, sortir sur le début du deuxième, jouer l'intégralité du troisième quart-temps, sortir sur le début du quatrième. Et je trouve que ça a été problématique dans ce match, parce que dans le troisième quart-temps, il est rincé, crevé, vraiment crevé. Et je pense que... Enfin, c'est facile, hein, je dis ça a posteriori. C'est toujours facile de critiquer ce que font les entraîneurs. Mais je pense qu'il aurait fallu trouver, et je pense que si le coaching staff pouvait rejouer le match, il chercherait le moyen de donner des pauses à Jokic par petits moments pour qu'il puisse récupérer un peu à la manière dont ce que Steve Kerr fait avec Stephen Curry, où parfois il va le sortir 1 minute avant un temps mort publicitaire, et après il le remet juste après le temps mort publicitaire. Ça te fait une petite pause de 5-6 minutes où tu peux vraiment récupérer, parce qu'effectivement dans le troisième quart-temps, il faut aussi rendre hommage à la défense des Clippers qui a été très très bonne. Zubac qui a fait un match incroyable en défense, il a été héroïque, incroyable, qui a vraiment je pense que c'est le joueur qui a le mieux défendu que j'ai vu le mieux défendre en 1 contre 1 face à Nikola Jokic. Le précédent, c'était sans doute Rudy Gobert, mais il n'arrivait pas à impacter à ce point le rendement de Jokic. Là, le match défensif de Zubac était incroyable.
Donc ouais, j'ai fait long, Shai, mais voilà, je pense que la fatigue, et notamment celle de Jokic, elle est au cœur de ce match. Il met que 5 points en deuxième mi-temps. Dans le jeu, on analyse ça pareil, hein, depuis le canapé, c'est toujours simple, mais on a vraiment l'impression visuellement que c'est plus dur pour lui, qu'il cherche un peu parfois son souffle, que son cerveau qui est stratosphérique va un tout petit peu moins vite et que du coup ça impacte sur la fluidité du jeu des Nuggets aussi. Il a été, tu l'as dit, super bien défendu par Zubac, même à la fin où il a un petit regain d'énergie. Jokic, il met un panier à 3 points. Et ils reviennent ils sont à -5, je crois, à un moment, et il drive et Zubac le suit incroyablement bien. Il lui gêne, il lui bloque l'angle, Ouais. et du coup, il rate son tir. Alors, peut-être que la fatigue fait qu'il avait moins de force pour tirer, mais Zubac a fait un match magnifique. Les stats, avant même la série, appuyaient ce constat-là, que Zubac était un de ceux qui défendait le mieux sur Jokic. Et on le voit là, même dans cette série. Il arrive à peu près à le limiter. Limiter, c'est peut-être le bon terme. C'est pas un stopper. Jokic, tu le stoppes pas. Il fait ce qu'il veut sur le terrain. Mais c'est important. Et il n'y a pas que Zubac, parce que collectivement, ils ont bien gêné les Nuggets aussi. Les Clippers ont fait un match défensif très, 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 très solide. Et sur cet aspect-là, il faut parler de Nicolas Batum, parce qu'il a fait un Ce que j'allais match. dire. Oh là là, enfin, C'est l'ajustement du match de la part de Tyronn Lue, quoi. voilà, tu parlais de difficultés sur le plan du coaching à trouver la bonne solution du côté des Nuggets. Là, le fait de donner les minutes finalement de Chris Dunn à Nicolas Batum, ça a vraiment tout changé, je pense, sur ce match-là. Il y a la ligne de stats, elle va paraître anecdotique. Si vous n'avez pas regardé le match, Batum finit avec 6 points, 6 passes, 5 rebonds. C'est bien, hein, c'est très très bien, mais 3 contre, 2 interceptions. Mais c'est voilà, surtout les choix de jeu, les lectures, la défense, tous les aides, la circulation de balle, tout. Il a vraiment fait un match admirable, et ça a été déterminant. Du coup, je suis curieux de voir ce que ça donnera sur le match 7. Ce match 7 on n'est pas toujours très bon en pronostic, hein, dans l'équipe, moi le premier, mais dès le début, on a dit, s'il y a une série qui va en 7 sur ces playoffs, ça devrait quand même être celle-là, et on va l'avoir ce match 7, et c'est plutôt cool. Tu fais très bien de parler de Nicolas Batum, non seulement parce qu'il a été excellent, et parce qu'en fait cet ajustement de Tyronn Lue a été la clé de ce match. Et à l'inverse, le problème de Jokic, c'est que quand il est sur le terrain et s'il n'est pas en pleine possession de ses moyens, bah c'est forcément problématique, mais quand il n'est pas sur le terrain, c'est encore pire. Et c'est vrai que le début de deuxième quart-temps, les Clippers décident de jouer petit. Justement, et au lieu de mettre Ben Simmons, ils mettent Nicolas Batum à ce moment-là, alors que Jokic sort, donc Zubac est sorti, souvent à ce moment-là c'est Ben Simmons qui est rentré, là c'est Nicolas Batum, et de manière un peu incompréhensible, vraiment je comprends pas complètement, les Nuggets ont voulu jouer grand avec DeAndre Jordan qui a été dramatique. Ouais, Alors il était sorti de son sarcophage, limite j'en veux pas, mais dans les aides défensives, il est pas là, il protège pas le cercle, il a un passage qui est vraiment qui est dramatique. Et là, il a joué 3 minutes, et après, ils ont fait oula, allez, c'est bon. ouais, mais ces 3 minutes on coûté très cher. Elles ont vraiment coûté très cher, ces 3 minutes-là. Et c'est là qu'on voit la faiblesse du banc de cette équipe des Nuggets. Parce qu'en fait, à un moment, il y a un gros plan. Et tu te dis, à ce moment-là, Peyton Watson n'a pas montré qu'il pouvait jouer. Vraiment. Il a fait un très bon passage en deuxième mi-temps. Mais jusqu'à présent, dans la série, tu te dis, bah, tu peux pas le faire jouer. Alors que en théorie, c'est un excellent contreur. Il doit pouvoir jouer small ball 5. Tu devrais pouvoir le mettre à ce moment-là sans problème. Et à un moment, il y a un gros plan. J'avais même oublié Dario Saric. Oui. Signature de cet été où on s'était dit, bah, c'est un bon pic pour les Nuggets. Au bout du compte, il n'aura pas mis le pied sur le parquet. Et c'est pas simplement parce qu'on aime bien Michael Malone, pardon, je vais me faire tirer les oreilles. Mais dans la guerre avec avec Booth, si tu regardes, le nombre de paris qu'a fait Booth et qu'on n'a pas payé, il y en a beaucoup. Heureusement qu'il y a Russell Westbrook. Heureusement qu'ils ont signé Russell Westbrook. Sinon, il serait cuit. Parce que Strawther, il peut pas mettre un pied sur le terrain. Watson, à chaque fois, tu dis, bah, c'est trop chaud. Il y a 1 minute et après, il faut le renvoyer. Saric, il joue pas. C'est vraiment, vraiment très, très compliqué. Je regarde ce que je me suis pris des notes pendant ce match. Oui, il faut saluer aussi. Là, je parle beaucoup des Nuggets, mais des Clippers. Oui. Très gros match de James Harden. Très grosse première mi-temps, 18 points en première mi-temps. À un moment, dans le troisième quart-temps, on commence à plus trop le voir. Je me demande, bah, est-ce que c'est le syndrome Harden? Est-ce qu'il est en train de disparaître? Non, il a vraiment bien fini le match. Et je parlais à l'instant de Russell Westbrook. C'est tout Russell Westbrook parce qu'il fait un très bon match, je trouve, malgré dans le contexte. Ouais. Il termine avec, je vous donne ses stats, 14 points, 14,5 sur 10 au tir, 10 rebonds, 6 passes.
en 35 minutes. Mais sur la fin du match, je l'ai dit, c'était serré, mais enfin, les Nuggets ont contre-attaque. Russell Westbrook a un lay-up semi-ouvert. Il n'y a rien de vraiment ouvert, mais semi-ouvert. S'il le met, Denver revient à -4. Ouais. Lay-up raté. Ça repart de l'autre côté. Tir à 3 points. Les Nuggets se retrouvent à -9 après un tir à 3 points de Powell. Et là, c'est le clou dans le cercueil. En fait, c'était la dernière opportunité, je pense, pour Denver de vraiment faire le rapproché nécessaire pour essayer de prendre ce match. Donc, ouais. C'est une des actions décisives. C'est un peu l'expérience Westbrook qui va t'amener toutes ces choses-là. Et puis là, ça fait plusieurs fois quand même là dans ces playoffs et même un peu avant en fin de saison où il y a des lay-ups qui. Ah bon, avant, il les claquait en dunk tellement son premier pas était dévastateur. Et là, ça fait plusieurs lay-ups comme ça qui ratent. Il se fait contrer par Batum aussi sur une action un peu après. Ça a changé enfin, ça a empêché les Nuggets de renverser la fin de match parce que derrière Powell qui a aussi mis des paniers importants et qui a fait un bon match Il a aussi été encore. excellent. Il a été excellent. Ouais. Lui, Il a été pareil, excellent. il te booste. Lui, pour le coup, il est très dans l'énergie, très démonstratif et quand il met un panier, ça galvanise toute l'équipe. Et il a un sacré sang-froid aussi. Il met souvent des paniers importants comme ça en fin de match. Et bon, bah, derrière, il y a encore. Après ça, ils étaient même pas encore totalement terminés parce que ils reviennent à -5 encore après, et c'est là qu'il y a Zubac qui fait la super défense sur Jokic. Donc il y a eu des opportunités que les Nuggets n'ont pas saisies et sur lesquelles les Clippers ont bien géré. Et c'est bien que tu aies parlé d'Harden parce on avait noté sa disparition, sa tendance à disparaître sur les derniers matchs. Là, il s'est pas planqué. Et il était complètement crevé à la fin. Il avait du mal à répondre à l'interview d'après-match. Donc c'est qu'il s'est vraiment donné. Et là, le tandem avec Kawhi qui a fait là, lui aussi un assez bon match a bien fonctionné. Ouais, parce qu'en fait, c'est là que tu vois la différence de profondeur de banc, en fait, parce que, tu vois, je me suis noté, même Derrick Jones Jr. fait un bon passage, Ouais. Batum, on en a parlé, Powell est excellent, Harden fait un gros match, Zubac, incroyable, Kawhi Leonard, qui a été bon, il n'a pas été extraordinaire, tu vois, pas extraordinaire, j'exagère, 27 points, 10 rebonds, 5 passes, 11 sur 22 au tir, c'est juste qu'on l'a vu moins flamboyant que sur les matchs précédents, donc tu vois le nombre de joueurs qui ont été forts du côté des Clippers, et pourtant, ça s'est joué à pas grand-chose. C'est dire à quel point, voilà, Jokic est incroyable, mais mal entouré. Jamal Murray a été correct, j'ai envie de dire, 21 points, 8 rebonds, 8 passes, mais il y avait besoin de plus, surtout après son match à 40 pions. Celui, encore une fois, que j'ai trouvé, Aaron Gordon finit avec 19 points, il était excellent en début de match, mais derrière, ça, c'est un petit peu, on l'a un petit peu moins vu. Christian Brown, je trouve que c'est un des joueurs les plus sûrs de... À un moment, ils survivent parce que Christian Brown met des tirs à 3 points. C'est vraiment l'un des joueurs les plus sûrs de la rotation. T'as le box score sous les yeux ou pas, Shai? Oui, j'ai vu Michael Porter. Parce que j'allais te poser, Michael Porter Jr., c'est la stat la plus dramatique de tout ce match. Le plus-minus de Michael Porter Jr. sur ce match, -24. Moins 24. En fait, même sans le box score sur le terrain, là, tu vois qu'il n'était pas dans un jour où il allait apporter des choses. Avec lui, c'est assez criant à chaque fois. Tu le vois, quoi. Il est blessé aussi, hein. Faut le dire, Ouais, il ouais. est blessé aussi. Ouais. Ah non, mais bien sûr, il est diminué. Mais bon, malheureusement, c'est le cas de c'est le cas presque j'allais dire des 3/4 des joueurs sur certaines séries où tu sais que les mecs ils sont pas à 100%, mais lui, le problème, c'est que quand il est diminué physiquement ou qu'il n'y a pas la confiance ou qu'il il se sent pas bien, c'est tout de suite rédhibitoire. Et c'est quand même, dans la hiérarchie, c'est un joueur vraiment important aussi quand même. Enfin, D'ailleurs, il a fait une très belle saison. Hein. Toute sa saison, il a vraiment fait une très très belle saison, quoi. Et il a ressorti un match ou deux là, même sur cette série. Il y a un match où il a été très bon, mais là, sur celui-là, il disparaît total. Et c'est vrai que -24, c'est violent parce que quand tu regardes le reste, il y a du +4, +2. Même Jokic est dans le positif sur le temps de jeu, sur les 42 minutes qu'il joue, ils sont devant. En fait. C'est assez fou. Mais MPJ, c'est compliqué. Ça va aussi être. Alors, la série est toujours. Les Nuggets vont peut-être se qualifier et tout, mais lui aussi, ça va être une des questions de l'intersaison. On reviendra dessus plus tard. Mais est-ce qu'ils peuvent continuer d'accepter cette forme d'irrégularité? Je sais pas. C'est problématique. Là, effectivement, sa blessure à l'épaule l'handicape beaucoup, je pense, parce que, en fait, si tu as Michael Porter Jr. sur le terrain, il faut qu'il touche la balle, il faut qu'il puisse shooter, et il faut qu'il aille au rebond. Et s'il ne shoot pas et qu'il ne va pas au rebond, parce que là, il termine à 2 sur 5 au tir en 24 minutes, 3 rebonds, tu es forcément dans le négatif, en fait, parce qu'il a de valeur offensive quasiment que par sa capacité à shooter. C'est un excellent shooter, c'est un shooter de élite, c'est un shooter élite.
Donc s'il shoot pas et qu'il se sert pas de sa taille pour aller au rebond, il avait fait un match en 15 et 15, je crois, dans la série, il me semble. Et ben derrière tu es en difficulté. Mais le problème, c'est que tu regardes le banc. Et quand je parlais des joueurs sur lesquels Booth s'est planté, il y a Zik Nadji aussi. Tu peux pas le faire jouer non plus. Le nombre de... Tu sais, si tu pouvais... On en parlait avec Antoine en off la dernière fois. Si les Nuggets pouvaient prendre ne serait-ce qu'un remplaçant des Clippers, les échanger. Par exemple, un exemple tout simple. Si tu pouvais remplacer... je vais prendre un de ceux qui jouent, Peyton Watson par Derrick Jones Jr., ça changerait toute leur vie, en fait. Ça changerait complètement leur vie. Et là, c'est vrai que match 7 à Denver, c'est un élément qui est pas neutre, parce qu'au-delà du public, tu te retrouves à nouveau en altitude. Je pense que c'est vraiment un facteur qui est pas anodin. Match 7 à Denver, il va falloir une force mentale. Je sais pas s'ils vont devoir mettre Jokic, s'ils vont devoir le bloquer sous un pain de glace pendant 2 jours pour qu'il puisse récupérer ou quoi, mais... S'il est fatigué comme il a été dans le troisième quart-temps, je vois pas comment Denver pourra prendre ce match-là. Ça veut pas dire qu'ils sont pas capables de le faire, mais ça me semble très très compliqué. Ouais, moi-même, c'est au-delà de ça, c'est la fatigue accumulée par rapport à la suite, enfin pour la suite du parcours. On n'est pas là et on va savourer ce match 7 parce que cette série, elle est magnifique, vraiment. Enfin, c'est bien quand c'est conforme aux attentes, qu'on n'est pas trop déçu. Il y a des séries qui sont un peu décevantes. Là, on a tout de suite souhaité un match 7 et on l'a. Mais au-delà de ça, quand il faudra jouer par la suite, continuer d'avancer, si c'est les Nuggets qui passent, ça va être compliqué. Les Clippers aussi sont fatigués, attention, hein, mais tu as raison, il y a plus de bancs et plus de gestion du temps de jeu un peu différente et ça change quand même la donne. Mais bon, vivement ce match 7, c'est dans la nuit de samedi à dimanche, hein, du coup, on est d'accord? Alors ouais, je vais vous donner le programme, effectivement. Donc là, aujourd'hui, bien sûr, on est vendredi. Ce soir, match 6, Rockets Warriors. Samedi soir, dans la nuit de samedi à dimanche, c'est ça, donc le match 7, Clippers Nuggets. Et dans la nuit de dimanche à lundi, il y aura potentiellement un match 7 entre les Warriors et les Rockets si jamais la série devait aller en 7 manches. Et sinon, il y aura le premier match de la série Pacers-Cavaliers. Ça, c'est le programme du week-end. Nous, de toute façon... Ouais, vas-y. J'avais précisé, du coup, un match auquel n'assistera pas le père de Tyrese Haliburton, parce qu'ils ont un commun accord. Ils ont décidé que papa Haliburton n'était plus autorisé à aller au match avec l'équipe après l'incident qu'il y a eu avec Giannis Antetokounmpo. Voilà, c'est plutôt logique. Ça me semble mieux. Je sais pas si tu as vu les explications. Le père lui-même s'est expliqué sur. J'ai pas tout regardé, j'ai vu qu'après vidéo. Mais j'ai pas vu l'explication là. Ouais, bref. On en parlera ou pas, c'est mieux. En tout cas, nous, comme d'habitude, donc demain samedi matin, vous pourrez retrouver ce à quoi il fallait répondre, dans lequel on répondra à vos questions. Lundi matin, on refera un CQFR XXL avec Shai et Antoine pour débriefer tous les matchs qui se seront joués de la nuit de vendredi à celle de dimanche. Et dimanche, vous pourrez retrouver Pierre Armand et moi pour un nouvel épisode de Hoop Culture qui est assez culte, celui-là. Voilà, je vous en dis pas plus, mais je pense que ça devrait pouvoir en faire rire. J'ai vu le thème discrètement sans regarder la vidéo encore. Oui, ça devrait être sympathique. Voilà, d'ici là, trouvez le moyen de faire une petite sieste, même au boulot, pour récupérer et vous préparer pour la nuit prochaine. Bon playoff, bonne journée et on vous dit à très vite. Ciao.